Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial. Et pour conclure, pour célébrer l'aboutissement de cette phase de groupe fantastique, je vous propose mon 11 des groupes. On est samedi matin, le réveil a été assez rude à 5h45, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour parler de tous ces joueurs qui nous ont fait rêver, ont procuré tellement d'émotions sur cette phase de groupe absolument extraordinaire. C'était tellement dingue, tellement fou, que ma petite surprise, mon petit cadeau, c'est que j'ai même préparé deux 11. On a le 11 des éliminés dans un premier temps, et ensuite je ferai, sur un système différent, une composition différente, le 11 des qualifiés. Je trouvais que c'était un bon compromis pour parler du plus de joueurs possible, et c'était un régal à préparer, vraiment. On est parti donc, juste avant je vous précise que la vidéo est sponsorisée par Pookie, pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, et il y aura le petit segment dans quelques minutes. On est parti donc, avec ce 11 des éliminés et au poste de gardien. J'ai mis Thibaut Courtois, pour moi c'était pas vraiment difficile de faire le choix ici. C'est le deuxième meilleur gardien du tournoi si on regarde les post-shot expected goals, les buts qui ont été sauvés par rapport à la moyenne des autres gardiens. Il stoppe un penalty, pour moi il a longtemps maintenu artificiellement cette pauvre Belgique en vie dans ce tournoi. Il a encaissé que 2 buts finalement, mais réalise 2 clean sheets, même si c'est un très faible indicateur de la performance d'un gardien. Bref, ceux qui ont vu les matchs ont vu les performances de Thibaut Courtois. Il est peut-être fautif sur le coup franc de Sabiri contre le Maroc, ça se discute, mais ceux qui l'ont vu, ont vu. J'aurais pu mettre Memo Ochoa, bien sûr, qui dit adieu à la Coupe du Monde de belle manière. Alo Weiss, le gardien de l'Arabie Saoudite, qui m'a plu également, qui sort éliminé donc. Et Emen Darmen, celui de la Tunisie. Au poste de latéral gauche ensuite, pas très difficile, Alphonso Davies, le but le plus rapide de cette Coupe du Monde, le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde, mais même au-delà de ça, au-delà de ce premier but marqué contre la Croatie, son tournoi sur la phase offensive, il a été quasiment dans toutes les zones, a tellement apporté. Défensivement, des retours spectaculaires, un sur Zivkovic que je vous avais détaillé en image en screenshot. Ouais, le tournoi d'Alphonso Davies, pareil, on pourrait parler de plein de stats et je vais le faire pour certains joueurs, mais grosso modo, je pars du principe que vous avez vu une bonne partie des matchs et si vous les avez vus, je pense que vous êtes d'accord avec moi, lui a fait son job. Malgré la sortie prématurée du Canada, bon, lui mérite totalement sa place dans le 11 des éliminés. J'aurais pu parler de Pervis Estupiñán aussi, qui était un cran plus haut, bah, comme Alphonso Davies avec le Canada, en fait, c'était rarement un latéral gauche pur, souvent un peu piston, mais Pervis Estupiñán avec l'Équateur, c'était vraiment pas mal. Top 3, top 4 des joueurs équatoriens sur cette Coupe du Monde. Sur les défenseurs centraux, Antonio Rüdiger, je pense que parmi les Allemands, c'est sans doute un de ceux qui a le plus surnagé, un des seuls Allemands au niveau. Et mon deuxième défenseur central, c'est Montassar Talbi de la Tunisie, que j'ai trouvé vraiment top. Tunisie extrêmement solide finalement, qui sort du tournoi en ayant encaissé un seul petit but contre l'Australie, qui a tenu tête au Danemark, battu la France 1-0. Bah, il y est pour beaucoup dans ses performances, beaucoup aimé. Le tournoi du Lorientais, Montassar Talbi. Latéral droit, Zivkovic, Andrei Zivkovic. 2 passes décisives pour lui sur cette Coupe du Monde, mais grosso modo une belle activité. Après, c'était plus sur un rôle de piston. C'est peut-être un de ceux qui se discutent sur son positionnement. Là, j'ai fait un 4-2-2-2 en gros. Mais lui, il était généralement plus haut. Ça reste un joueur plutôt offensif. Défensivement, c'était pas le top, mais je trouve que ce poste de latéral droit pur sur le 11 des éliminés, c'est peut-être là que ça se discute le plus. On aurait pu parler de Kimmich, c'est vrai, parce qu'il a joué latéral droit sur le dernier match. Ok, pourquoi pas. Alors, Alidou Seydou, j'ai bien aimé du Ghana. C'est peut-être avec lui que la concurrence était la plus vive pour moi, notamment ce dernier match contre l'Uruguay, même s'il perd 2-0. Grosso modo, Seydou sur le flanc droit pour le Ghana, ça m'a bien plu. Et j'ai aussi hésité avec Rezaïan, l'Iranien. Mais voilà, on récompense les 2 passes décisives de Zivkovic. Il y a plusieurs qui peuvent y prétendre, évidemment. Au poste de milieu centraux, 2 milieux centraux. Le premier, Moïse Caicedo. Je pense que c'est évident, énorme activité avec l'Équateur, surtout sur les 2 premiers matchs. Il était monumental. En plus, il marque un but. 4 buts pour l'Équateur, 3 pour Ener Valencia, 1 pour lui. Peut-être Jackson Mendes aurait mérité une place également. Le truc, c'est qu'il était forfait sur le dernier match, ou suspendu. En tout cas, il n'a pas pu jouer la 3e rencontre, alors que Caicedo, il me semble, a joué les 270 minutes avec l'Équateur. Énorme activité. J'aurais bien aimé mettre la paire avec Jackson Mendes, mais voilà, pas possible. Celui que j'ai inclus, du coup, bon, lui mérite totalement aussi sa place dans ce duo, c'est Laïdouni, le Tunisien, qui a été top, si on parle d'activité, de disponibilité, de gros volume et de la performance des Tunisiens qui finalement sortent de la Coupe du Monde avec 4 points, comme je disais tout à l'heure pour Montassar Talbi, un seul but encaissé. Bon, lui est peut-être le joueur phare de cette Tunisie, ou en tout cas dans le top 3, il a été assez spectaculaire. J'aurais pu parler de Kano aussi avec l'Arabie Saoudite, je sais pas si ça vous parle, mais moi j'ai bien aimé son tournoi. Sur certaines phases, on l'a vu, gros volume de course, qualité technique aussi, élimination, dribble, les grandes jambes. Un peu Paul Pogba dans le registre tentaculaire, même si beaucoup moins créatif évidemment, mais pas mal de projections aussi, course vers l'avant.
Hervé Renard l'avait bien aimé dans le match contre l'Argentine, à la mi-temps, il le distingue particulièrement. Ouais, Mohamed Kano de l'Arabie Saoudite, j'ai bien aimé. Pas suffisamment sans doute pour être dans le 11, mais petite mention complémentaire pour lui. Alors, 4-2-2-2, ça veut dire que j'ai mis 2 ailiers un peu milieu offensif centraux, 2 joueurs créatifs sur les côtés. Le premier, c'est bien sûr Jamal Musiala sur ce poste d'ailier slash joueur offensif gauche, très très polyvalent. Jamal Musiala, c'est peut-être le gars auquel on pense en premier quand on doit faire un 11 des éliminés. Il a constamment créé avec l'Allemagne, il est le 2e joueur du tournoi avec le plus de shot created actions, juste derrière Kylian Mbappé. Il est le 2e avec le plus de tirs, le 3e en passe clé. Juste l'impression visuelle de Jamal Musiala, on l'a vu constamment amener le danger. Il lui a manqué la finition, ça c'est sûr, mais il a tellement créé en amont, il a tellement surnagé dans le marasme allemand. Si tout va bien, on se souviendra de ce mondial comme étant la première Coupe du Monde de Jamal Musiala qui s'est interrompue assez tôt, mais où il avait déjà montré beaucoup de promesses pour un gars, rappelons-le, qui a seulement 19 ans et qui a quasiment porté l'Allemagne à lui tout seul sur certaines parties des rencontres. Donc ça c'est pour Jamal Musiala. Ouais, il y avait aussi une stat de l'Athletic que je voulais vous montrer qu'ils ont sorti sur le plus de dribbles réussis de la Coupe du Monde 2022, équipe par équipe. Le Canada est tout en haut, je pense que Davies, Buchanan sur les côtés ont bien contribué à ce total. La France, l'Angleterre, Sénégal, mais c'était juste pour montrer, si on fait le top 10 des nations qui ont réussi le plus de dribbles, Jamal Musiala, nation à lui tout seul, est 10e, un peu comme quand on fait le classement des PIB, que la Californie est genre 7e ou 8e ou 9e, peu importe. Bah voilà, notre ami Jamal Musiala a réussi un nombre de dribbles quasiment 20 sur l'ensemble du tournoi, c'est assez extraordinaire. Petite mention complémentaire quand même pour Aldo Sarri, le Saoudien, qui en plus marque un des gros buts de la compétition contre l'Argentine, etc. Mais voilà, je pense que Musiala mérite largement sa place. Et avant de passer à notre prochain qui est un joueur extraordinaire sur les milieux créatifs, qui ont apporté énormément, qui ont porté leur équipe. Vous voyez sans doute de qui je parle, mais juste avant, c'est l'heure de notre segment sponsorisé. Alors les amis, comme je vous le disais en intro, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Pookie. C'est pas la première fois que j'en parle, je l'avais déjà fait il y a quelques jours. C'est un nouveau jeu de prédiction de football qui permet notamment de prédire les matchs de la Coupe du Monde 2022 de manière totalement gratuite, c'est totalement free to play, et on peut gagner potentiellement de belles récompenses si on est parmi les meilleurs du classement. Des PS5, des Xbox, vouchers de gaming, du Matic qui est une crypto-monnaie, ou des Pokéballs. Les Pokéballs, ce sont les objets qui permettent de réaliser les prédictions. Typiquement, celle-ci, elle a des caractéristiques spécifiques qui sont associées, comme je le montrais la dernière fois. Si je prédis un match du Portugal, je gagnerai 20% de plus sur mon score de prédiction. J'ai une Pokéball France également, que j'aime beaucoup, que je vais utiliser tout de suite, parce que les huitièmes de finale sont ouverts, on peut désormais prédire les matchs des huitièmes de finale, notamment ce France-Pologne, mais je peux encore un peu plus optimiser ma stratégie en utilisant les bonus que j'ai gagnés. En gros, j'ai des points d'expérience que je peux attribuer à cette Pokéball, grâce notamment à certains de mes très bons pronos. Typiquement sur Argentine-Pologne, j'avais le score exact, alléluia, c'est pas arrivé souvent sur cette Coupe du Monde, mais pour Argentine-Pologne c'était le cas. J'ai gagné pas mal de points boostés, malheureusement Tunisie-France ça s'est pas passé comme prévu, comme vous pouvez le voir, mais j'avais quand même bien senti 2-3 choses, suffisamment pour augmenter ma Pokéball de 2 niveaux supplémentaires, la faire passer au niveau 9, et je peux lui mettre par exemple 2% de points sur le score exact. Si j'ai le score exact, je gagnerai encore plus de points désormais. C'est ce que je vais faire tout de suite en allant prédire un match des huitièmes de finale, France-Pologne. Vous savez, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, si vous l'avez vu, si vous avez été attentif, vous vous souvenez de mon score sur ce match, si je disais 2-0 pour l'équipe de France. Je pense que ça va être un match qui va se débloquer peut-être un peu plus en seconde période, un peu comme le France-Nigeria de 2014, bref, ça c'est la vidéo preview d'il y a quelques jours. Mais voilà, 2-0 pour l'équipe de France. Si je choisissais mon autre Pokéball, on voit, j'ai pas le bonus spécifique France, mais là, je gagne encore plus de points si ça se passe comme prévu. Donc c'est ce que j'espère. Il est jamais trop tard pour se mettre sur Pookie parce qu'à chaque journée, on peut gagner des prix, peu importe si vous avez participé ou non avant. Si ça vous tente, que vous voulez venir jouer avec moi, contre moi, vous avez le lien dans la description, en commentaire épinglé. Et merci à Pookie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et donc, le joueur dont je parlais, c'est évidemment Mohamed Kudus, qui a fait 3 matchs de haute volée, qui marque 2 buts, qui a tellement créé, tellement amené. C'est peut-être la révélation du tournoi de ces phases de groupe. Bien sûr, quand on suit le foot, moi qui vis à Amsterdam, etc. Bon, on connaît bien Mohamed Kudus, mais je pense que pour le grand public, et pour un gars qui évolue en dehors des 5 championnats majeurs en plus, c'était un moment de très forte exposition pour lui. Et malheureusement, il ne devrait pas rester beaucoup plus longtemps à l'Ajax. Je pense qu'on le verra très vite en Première Ligue, en Espagne. On verra. Mohamed Kudus,
Très très gros tournoi pour lui. On aurait pu parler aussi de Golizadeh, l'Iranien. Plusieurs Iraniens qui sont dans ma liste complémentaire. Rezaïan, Golizadeh, peut-être un autre. Oui, un autre. Voilà, en amont de ce tournoi, on pensait beaucoup à la paire Azmoun-Taremi. Et ils se sont distingués dans une certaine mesure. Mais Golizadeh, c'était un petit peu plus la surprise. Et je trouve qu'il a beaucoup apporté. Voilà, petite mention complémentaire également pour lui. Mais Moussiala et Kudus, c'est à peu près imbattable. Pareil pour mes deux avant-centres, j'ai pas beaucoup hésité. Le premier, Ener Valencia, qui finit donc co-meilleur buteur du tournoi pour l'instant, a inscrit 3 des 4 buts de cet Équateur, aurait pu avoir un triplé à la mi-temps sur le match d'ouverture, ce qui aurait été totalement dingue. Il y en a un qui est refusé pour hors-jeu, de pas grand-chose, c'est un petit peu discutable. Mais voilà, Ener Valencia, pour moi, c'est celui qui ouvre cette Coupe du Monde. On se souviendra toujours de cette Coupe du Monde comme étant en partie celle d'Ener Valencia, parce que ce match d'ouverture si particulier, cette célébration un peu iconique. Et ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il a joué quasiment 2 tiers du tournoi sur une seule jambe. Il se blesse au genou en fin de match contre le Qatar. On se dit, il va jamais revenir. Ça a l'air d'être une blessure assez grave. Je ne sais pas s'il a joué sous infiltration, comment il a fait. On verra s'il va tout de suite reprendre la saison dans les jours et les semaines qui viennent. À mon avis, il va être out et écarté pendant un moment. Mais ouais, force, courage, résilience, le tournoi d'Ener Valencia est assez merveilleux. Et du coup, mon deuxième buteur, peut-être ça se discute un peu plus, mais j'ai voulu distinguer Vincent Aboubakar. Finalement, il finit cette Coupe du Monde avec 2 buts et une passe décisive en une seule titularisation. Son entrée contre la Serbie change tout. En plus, il y inscrit un but assez merveilleux. Il était déjà excellent à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un des joueurs que j'ai le plus cité quand on avait couvert ce tournoi à l'époque, en début d'année finalement. C'est lui aussi qui amène au Cameroun ses 4 points de ce mondial. Une victoire de prestige contre le Brésil hier. Quand on se souvient des difficultés que le Cameroun a rencontrées à la finition contre la Suisse sur le match d'ouverture, finalement cette rencontre qui leur coûte si cher, c'est sans doute le grand échec de Rigobertson de l'avoir pas titularisé plus tôt, de l'avoir fait entrer juste 30 minutes à la fin contre la Serbie et enfin donc titularisé contre le Brésil avec le brassard de capitaine en plus. Donc il a fait le tournoi un peu, il est arrivé trop tardivement peut-être pour ce Cameroun. Mais il dit adieu à la Coupe du Monde de la meilleure des manières. J'ai vu pas mal de vannes passer, mais moi je trouve que c'est formidable ce qu'il a fait. Marqué contre le Brésil à la toute fin pour offrir au Cameroun cette victoire de prestige, comme j'ai dit. Et en plus derrière, enlever son maillot, prendre son deuxième carton jaune. Il a 30 ans. Mon avis, c'est que c'était sa dernière Coupe du Monde. Bon voilà. Comment est-ce que tu peux mieux finir que ça avec le check, avec l'arbitre en plus? Ouais, c'est une fin de légende, je trouve, pour Vincent Aboubakar, pour le très grand joueur qu'il est. Et j'aurais pu aussi citer Mehdi Taremi parmi les buteurs. Si on avait fait une attaque à 3 avant-centres, pourquoi pas. Et aussi avec un dispositif un peu différent, si on n'avait pas Moussiala et Kudus en tant que joueur excentré de côté, si on avait par exemple un milieu offensif, créateur central. Georgian De Arrascaeta, pareil, je trouve que lui, c'est un peu la même idée qu'Aboubacar, c'est ses entrées tardives dans le tournoi qui ont apporté le plus de différence. C'est stricto sensu de marquer ses 2 seuls buts parce que c'est lui qui les inscrit, mais même sur la créativité, on l'avait vu, il était entré dans le dernier match, il avait le match avant ça, il avait été très très performant. Ouais, je pense que le tournoi de De Arrascaeta aurait mérité un 8e de finale, lui mérite ce 8e de finale. Et de la même manière, Dusan Tadic avec la Serbie un peu décevante finalement vu le niveau d'attente. Voilà, 2 joueurs un peu plus 10, milieu offensif, créateur, à la baguette, qui n'ont pas vraiment leur place dans cette formation, et sans doute dans ce 11, mais si on avait fait quelque chose de différent, ouais, Tadic, De Arrascaeta auraient sans doute mérité leur place. Mais moi, je trouve que ça fait déjà un beau 4-2-2-2 pour ce 11 des éliminés. On passe maintenant au 11 des qualifiés, en 3-4-1-2. En fait, le truc un peu spécial ici, c'est que pour moi, il y avait vraiment 3 défenseurs centraux à inclure. Je suis d'abord parti de là. Mais d'abord le gardien, Szczesny, je pense que c'est évident. C'est le meilleur gardien du tournoi quand on regarde les post-shot expected goals. Il sauve 2 pénaltys. Pour moi, il réalise la parade du tournoi, son magnifique double arrêt. Le pénalty contre l'Arabie Saoudite. On aurait pu parler d'Andries Noppert, qui, moi, je trouve, fait un bon tournoi avec les Pays-Bas, mais il est en dessous de Szczesny. Et une petite mention pour Gonda, le gardien japonais. Les deux, donc Noppert et Gonda, continuent la compétition et ont livré plutôt de belles performances dans leur but. Voici pour le gardien, le premier défenseur central, Romain Saïs, sans l'ombre d'un doute, capitaine de ce Maroc, rock. Le Maroc encaisse un seul but sur ses 3 matchs de phase de groupe. Le but, c'est un but contre son camp de Naïef Aguer. C'est peut-être ça qui lui fait perdre sa place dans ce 11 parce que Saïs, Aguer, c'est une paire avant tout. Mais Romain Saïs, le tournoi qu'il a fait, le tournoi qu'il est en train de faire, est assez fantastique. Évidemment, lui, on allait le mettre dans le 11. Comme Josko Gvardiol,
Son match contre la Belgique, c'est une des grandes performances de Coupe du Monde pour un défenseur central. Absolument extraordinaire. De partout, même à la création, même à la passe, même sur les dribbles, les percussions, les montées de balles. Techniquement, c'est un défenseur central qui amène offensivement, mais sur la protection de surface. Bref, le match de Gvardiol et le tournoi de Gvardiol, les 3 matchs de phase de groupe de Gvardiol, au sein de cette défense croate, sont de très très haut niveau. Donc lui aussi méritait sa place. Et le troisième, vous en doutez peut-être, Kalidou Koulibaly. Si le Sénégal se qualifie, c'est en bonne partie grâce à lui. Le voilà récompensé de son trophée d'homme du match. Je pense que c'est contre l'Équateur, où en plus de livrer une grande rencontre, il marque le but décisif, il marque le but de la qualification qui permet au Sénégal d'accéder au prochain tour, qui permet au Sénégal de ne pas douter dans une rencontre où ils viennent de se faire égaliser. Donc ouais, Kalidou Koulibaly, c'était assez évident. On aurait pu parler d'Harry Maguire, qui fait pour l'instant un bon tournoi, contre toute attente, et d'Harry Souttar, l'Australien, qui lui aussi, si on parle de protection de surface, notamment ce match contre la Tunisie, où l'Australie accroche ses 3 points, c'est costaud. Et pour le gars de 2m01, bon, on n'a toujours pas vu de but de lui sur corner, mais ça peut arriver, comme vous le savez. C'est un truc que je previewais quand on faisait France-Australie. Ça peut arriver. Harry Souttar, beau tournoi pour lui aussi. Alors, du coup, ce 3-4-1-2, il nous force à avoir des pistons. Et peut-être que le choix le plus contestable, c'est celui de Théo Hernandez, qui a réalisé beaucoup de bonnes choses offensivement. Il a 1 ou 2 passes décisives. Son entrée à la sortie de Lucas Hernandez peut-être change le destin du tournoi français. Il a fait beaucoup de bien. Maintenant, défensivement, il y a eu aussi des erreurs. Je dirais pas du tout que c'est un tournoi irréprochable, parfait. Alors, j'ai eu une petite frayeur ce matin en cherchant des images du coup pour cette vidéo. Apparemment, il s'est blessé à l'entraînement il y a quelques heures, là, hier soir. Dites-moi que c'est pas vrai. La France en a tellement besoin. Et quand on regarde les pistons gauche sur ce tournoi, les latéraux gauche qui se sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale, ok, je pense que lui se distingue clairement, mais il bénéficie aussi peut-être du système qu'on a choisi. Bon, ça se discute. De l'autre côté, Achraf Hakimi, c'est un peu la même chose, mais quand même pas. Il a le plus grand nombre de tacles réussis du tournoi. Homme du match ici, a réalisé une très bonne Coupe du Monde pour l'instant. C'est peut-être le meilleur piston droit / latéral droit du monde. Et il est en train de le prouver sur cette Coupe du Monde. Achraf Hakimi, au milieu de terrain du coup, on a une paire qui est assez spéciale. D'abord, Sofiane Amrabat, le Marocain. Ouais, je pense que ceux qui ont vu les matchs du Maroc sont d'accord avec moi. Énorme activité, grosse présence, joueur équilibrant, la solidité du Maroc, c'est Saïs Aguer, mais c'est aussi Amrabat, ce triangle de fer dans l'axe. Aucun souci là-dessus. Le deuxième, c'est un gars qui est un peu du profil Amrabat à la base, destructeur, 6 devant la défense, mais qui a beaucoup apporté finalement avec ballon, alors qu'il y a beaucoup de créateurs dans cette sélection. C'est Casemiro, qu'on a souvent retrouvé à la baguette, dans un rôle de meneur de jeu, reculé, pas si reculé que ça, et en plus il marque ce but fantastique contre la Suisse, le but qui permet au Brésil de l'emporter. Donc ouais, Casemiro, je pense, méritait petite distinction. Après voilà, je suis pas certain de la complémentarité d'une paire Amrabat-Casemiro, deux gars qui en plus aiment bien être les seuls 6, là tu les mets les deux à côté. C'est très bizarre dans un 11, mais voilà, pour moi les deux méritaient d'y être. Et on aurait pu citer d'autres, Bruno Fernandes pour sûr. Ça, c'est là où ça se discute aussi, je pense. Bruno Fernandes, Frenkie de Jong, le seul truc, c'est qu'il y a eu aussi des erreurs et les Pays-Bas me font pas très forte impression, mais lui est souvent, quasiment tout le temps, la lumière de cette sélection. Et en plus, il a marqué un but. Poursuit son tournoi en 8e. On va voir ce que ça va donner contre les États-Unis là dans quelques heures. Un duo, Tyler Adams et Yunus Moussa. Les deux m'ont beaucoup plu. Et un trio, Modric, Kovacic, Brozovic. Je sais pas celui qu'on sort le plus, sans doute Modric quand même. Bon, lui aurait mérité peut-être une place dans le 11. Peut-être tu peux mettre Amrabat Modric ou Casemiro Modric. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus complémentaire et sympa. Mais le trio croate prouve sa qualité. Sans surprise. Adrien Rabiot, par contre, ça c'est un peu plus surprenant. Et lui aussi méritait une petite place dans la liste complémentaire. Voilà donc pour notre 3-4. Il reste 3 joueurs. 2 Français d'abord, Antoine Griezmann, sans trop de surprise, c'est peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour l'instant. On ne l'attendait pas à ce niveau, mais peut-être qu'on aurait dû, parce qu'à chaque fois qu'il revêt le maillot des Bleus en grand tournoi, Euro 2016, Coupe du Monde 2018, désormais Coupe du Monde 2022, c'est un niveau de performance délirant sur la phase offensive, défensivement, l'équilibre qu'il amène, les retours, les tacles, l'agressivité, bien adapté à son nouveau rôle. Quel joueur, quel tournoi! Sur un rôle de 10, du coup, de joueur un peu créateur, Iliman Ndiaye avec le Sénégal, ses entrées et sa place de titulaire contre l'Équateur, le rôle qu'il a acquis désormais au sein de cette équipe, ça fait beaucoup de bien à une sélection qui, privée de Sadio Mané, je trouvais manquer un petit peu de qualité de création pure, de dribble, d'élimination, faire quelque chose avec une équipe qui pouvait être un petit peu statique parfois en possession. Bon, lui résout beaucoup ce problème et cette équation. Iliman Ndiaye méritait une place. Voilà pour le 3-4-1.
Associé à Kylian Mbappé, du coup, ça je pense que certains vont trouver que c'est contestable. 3 buts, une passe D pour Kylian, des buts décisifs, l'explosivité, l'élimination, les qualités de Kylian Mbappé, on les revoit. Alors oui, il y a du déchet, mais c'est un joueur de différence, de création. Ça vient avec du déchet, ça vient avec des choses un peu moins réussies. Mais si on voit les matchs de Kylian Mbappé et on ne voit pas un des deux joueurs les plus essentiels de l'équipe de France, bah, on n'est pas en train de voir les matchs de la même manière. Donc Kylian Mbappé, c'est sûr, à sa place dans ce 11, aux côtés de Cody Gakpo, qui est lui aussi co-meilleur buteur. Il y a 5 joueurs à 3 buts, Ener Valencia, Mbappé, Gakpo, Rashford et un autre que j'ai oublié, mais Cody Gakpo en gros marque à chaque match. Si on a 2 gars qui sortent du lot aux Pays-Bas, Frenkie de Jong et Cody Gakpo, qui est en train de faire lui aussi un tournoi de révélation, un peu comme Kudus dans le 11 des éliminés, mais lui dans celui des qualifiés, lui qui évolue dans un championnat à faible exposition. Pourtant on entendait beaucoup parler sur le marché des transferts l'été dernier. Bon, là on a vu ses performances et elles sont à la hauteur. Takuma Asano dans la liste complémentaire, ses entrées ont fait beaucoup de bien, pareil pour Ritsu Dohan, finalement le Japon, et j'ai même pas inclus Mitoma, je voulais mettre une image de Mitoma, les 3 meilleurs joueurs du Japon, c'est peut-être ces 3 gars-là, avec Takehiro Tomiyasu qui lui aussi entrait toujours en cours de match, donc les choix particuliers d'Hajime Moriyasu, mais un Japon qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir, notamment grâce à ces gars-là, et Harry Kane, Marcus Rashford comme meilleur buteur avec 3 buts, alors qu'il a joué à peine plus de 90 minutes sur ce tournoi, des bouts de match par-ci par-là, et Harry Kane quand même qui, sauf erreur, est le meilleur passeur du mondial pour l'instant, ce qui est dingue pour un des numéros 9 les plus emblématiques, mais en même temps, quand on le regarde depuis un moment, on sait totalement adapté à ses qualités, très très créatif, super qualité de centre, de passe, super vision, QI football très élevé. Harry Kane, quel joueur. Voilà, je pense que ça conclut notre 11 des qualifiés. On a celui des éliminés, on a désormais celui des qualifiés. Dites-moi en commentaire qui vous auriez mis. Il y a plein de choix dont on peut discuter, plein de joueurs qui méritaient d'y être. Déjà là, j'étais content de pouvoir citer, je pense au final quasiment une 50aine de noms, 40 noms, un truc comme ça. Mais il y en a sans doute 40 autres qui méritent un petit mot. Dites-moi tout ça en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Pookie de l'avoir sponsorisé. Il y a le lien en commentaire et en description si ça vous intéresse. Et voilà pour ce 11. On se retrouve dans quelques heures à peine pour ma preview des huitièmes de finale. Ce réveil matinal permet d'avoir assez de temps pour enchaîner sur une seconde vidéo. Et derrière, Pays-Bas, États-Unis à 16h, Argentine, Australie à 20h. Je ne sais pas encore si on fera 2 vidéos, une par match ou une à la fin pour récapituler les deux, peut-être en fonction de ce qui se passe. Mais voilà, cette vidéo c'était pour conclure la phase de groupe. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Et si c'est ne serait-ce que la moitié de l'intensité et de la folie qu'on a vécu en groupe, ce sera tout de suite une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire. C'est déjà pas loin de l'être. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à tout à l'heure. Bisous.